Donc, je vais vous parler des aspects économiques de la réutilisation, euh, dans le sens où, si je me place d'un point de vue économique, on va considérer que la réutilisation fait sens simplement si les coûts à long terme vont être inférieurs aux bénéfices que l'on retire de la réutilisation. Pour ça, quand on raisonne sur un point de vue économique, mais ça c'est n'importe quel raisonnement économique, hein, ça ne concerne pas que la réutilisation des eaux usées traitées, on va différencier deux points de vue. Un point de vue qu'on peut appeler privé, et ça c'est l'analyse financière. C'est un individu va se dire, est-ce que moi, ça m'intéresse, de mon point de vue, d'avoir un projet ou pas. Et après, il faut le voir aussi d'un point de vue collectif. Donc ça, c'est le point de vue de l'intérêt général. C'est là qu'on a une analyse économique. Hein. C'est de se dire, est-ce que pour la collectivité, la société, on va avoir intérêt à faire un projet ou pas. Si, d'un point de vue collectif, on a intérêt à faire un projet, mais que d'un point de vue personnel, d'un point de vue des acteurs privés, on n'a pas intérêt, il va falloir qu'on arrive à le dissuader. Donc on est dans la case orange. Si par contre on a un projet qui collectivement est intéressant et de manière privée intéressante, c'est tant mieux, tout va aller bien. Par contre, si on a un projet qui est collectivement souhaitable mais non rentable individuellement, il va falloir qu'on l'aide. Et c'est que dans cette dernière catégorie que l'on peut imaginer que justement la puissance publique ou d'autres personnes puissent aider à la réalisation. Alors quand on se situe dans ce cadre-là, on va pouvoir se demander si la réutilisation des eaux usées traitées est économiquement intéressante à promouvoir, indépendamment ou en comparaison à d'autres alternatives. Et pour ça, une analyse économique classique va être faite en différentes étapes. On va se poser la question de savoir qui c'est qui est partie prenante, quel périmètre d'évaluation on doit considérer. Ensuite, on doit bien caractériser tous les impacts. On en a parlé déjà beaucoup ce matin, des impacts attendus du projet. On est économiste, les valoriser financièrement, monétairement, pardon, parce que comme ça va nous permettre d'arriver à notre bilan et à pouvoir voir si les coûts sont inférieurs ou supérieurs aux avantages. Et après, il faut aussi caractériser quelque chose qui est très important et qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui est l'analyse des incertitudes et des irréversibilités associées qu'il faut prendre en considération. Donc je vais les reprendre par étapes. Dans la première, il y a quelque chose que nous, économistes, on va critiquer, même si les mots paraissent des mots économiques, c'est tout ce qu'on considère comme l'économie circulaire. Pour nous, on va critiquer la circularité, et on l'a déjà abordé ce matin, dans le sens où l'eau, si on se situe par exemple au milieu de la France, cette eau, elle va être utilisée par d'autres personnes. Donc ça, il va falloir qu'on caractérise bien et qu'on voit si cette eau, elle va être perdue pour d'autres. Si on se situe en bordure de la Méditerranée, là, ça va être un peu moins le cas, même si il faut considérer que pas du tout d'eau à la mer, ça va être un problème pour la mer en question. D'accord, hein, c'est l'eau zéro rejet. Bon, pour la terre, c'est bien. Pour la mer, ça peut poser souci. Et moi, j'ai des scientifiques avec lesquels je travaille qui travaillent sur la mer et qui disent zéro rejet en mer, c'est une mauvaise nouvelle pour eux. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. La deuxième chose, c'est que dans notre périmètre d'évaluation, souvent, si on est sur des petites stations d'épuration notamment, ou même en dehors, on va le revoir après, mais là je me suis focalisée sur une petite station d'épuration, souvent derrière il n'y a pas beaucoup d'usagers potentiels. Et s'il y a un usager, deux usagers, est-ce qu'on va considérer que c'est vraiment intéressant au niveau collectif? C'est une question, parce que souvent c'est très coûteux.
On peut l'avoir aussi, par exemple, si on reprend, alors là j'avais repris Montpellier, parce que comme je travaille à Montpellier, je connais un peu mieux. Donc là c'est la station d'épuration de Maera, donc la grosse station qui actuellement rejette en mer de l'eau, ses eaux usées. Alors on ne voit pas très bien ici, mais cette station, elle est naturellement imbriquée dans un territoire urbain qui est très urbanisé, avec pas forcément la possibilité juste à ses côtés de réutiliser les eaux. Et dans ces cas-là, on voit toute la dimension territoriale qui se joue ici, avec les infrastructures. Alors c'est vrai que les infrastructures ont été construites, ont mené l'eau vers plutôt la mer pour pouvoir la rejeter à cette époque-là. Peut-être qu'il aurait fallu réfléchir avant à comment faire pour ne pas en arriver là. Hein. Bon, on en est là. Et donc savoir comment on fait dans ces contextes-là pour réutiliser les eaux de manière propice et pour que l'analyse coût-bénéfice soit favorable à une réutilisation des eaux usées. Donc souvent, et c'est comme ça aussi que je pourrais rebondir à la fin sur la notion d'irréversibilité, où on voit qu'une décision à un moment donné va naturellement avoir des impacts sur bien au-delà de ce que l'on peut imaginer au jour où on prend cette décision. Troisième, et ça c'était tout ce que j'appelais les contraintes techniques, le pas de temps sur lequel on considère et qui fait qu'on a l'impression d'avoir pris une bonne décision et qu'elle n'est pas forcément la meilleure. Donc ça c'était première étape, c'était tout ce qui était le périmètre d'évaluation. Deuxième étape, et troisième, je vais les faire en même temps, c'est la caractérisation des impacts attendus du projet et la valorisation monétaire de ces impacts. Ce qu'il faut voir là, et on l'a bien vu ce matin aussi, c'est qu'il faut prendre tous les impacts possibles, c'est-à-dire les impacts directs, donc l'intérêt d'avoir de l'eau usée traitée pour les usages en eau, mais aussi tout ce qui va être indirectement touché. Alors, on va retrouver les impacts écologiques. Donc, c'est sûr que si on utilise les eaux usées traitées, généralement, on va avoir une amélioration de la qualité de l'eau qui est rejetée éventuellement, parce qu'il n'y a plus d'eau qui est rejetée d'ailleurs, dans ces cas-là. Donc, la qualité des eaux dans les cours d'eau, ça peut être un intérêt. Ça peut permettre aussi, si c'est rejeté dans le milieu, pour les problèmes de périmètre de protection, de captage, etc., d'avoir un intérêt. Mais par contre, ça aussi, hein, comme on l'a dit, réduit la quantité d'eau dans les cours d'eau et vers la mer. On a des impacts économiques sur les usagers bénéficiaires, qu'ils soient directs ou indirects, dans le sens où on va avoir des gens qui vont consommer l'eau, par exemple les agriculteurs, et des gens qui vont consommer les produits des agriculteurs, donc les ménages finaux, par exemple, sur un territoire. Et après, on a des impacts aussi sociétaux, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont bénéficier de ces usages, mais il faut aussi regarder les gens qui ne vont pas en bénéficier et qui pourraient, quelque part, considérer que ce n'est pas légitime que ce soit cette personne qui en bénéficie et pas l'autre. Et tout ça, c'est très compliqué, parce que là, on revient même à des décisions aussi politiques, c'est-à-dire pourquoi faire bénéficier un tel et pas l'autre. Et ça, tout ça, il faut l'analyser. Et après, il y a les risques sanitaires. Et puis après, il y a tout aussi les effets de rebond. Les effets rebond, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de réutilisation des eaux usées traitées, même si, par exemple, sur l'agence de l'eau, il est bien indiqué qu'il faut faire des économies d'eau, etc., on peut avoir tendance à se dire on va au final faire moins attention à l'économie d'eau sous prétexte que la ressource est réutilisée. Et ça peut à terme poser souci. Donc ça c'était, et bon, ces usages, donc à chaque fois, tous les impacts, hein, les économistes, on va essayer de les chiffrer monétairement. Donc ça je vous passe le détail parce que ça c'est compliqué aussi. Hein. Mais je ne voulais pas m'en arrêter là. Et après, donc, tous ces impacts, positifs, négatifs, etc., on va les transformer donc monétairement et on va appliquer ce qu'on appelle une analyse coût-avantage. Donc on regarde tous les coûts, on regarde les avantages et on les projette dans le temps. Et ça aussi, c'est difficile.
Bon, là, j'ai mis quelque chose, mais ça peut être complètement différent, hein. Et là, j'ai mis beaucoup de coûts sur le début. Souvent, c'est comme ça, hein. Quand on investit au départ, il y a des coûts, puis après, il y en a un petit peu moins, peut-être, puis après, on en retrouve. Les avantages, ça va dépendre. Mais ce qui est le plus important, c'est justement savoir un petit peu cette dynamique et prendre bien en considération tout ce qui est les risques, les incertitudes et les irréversibilités. Alors, dans les risques, c'est se dire, voilà, imaginons qu'on sache à peu près combien ça nous coûte, d'accord ? Et là, on va imaginer, hein, c'est des scénarios, qu'on ait différents scénarios de bénéfices. Ça peut être celui-là, où on aurait quelque chose où toutes les années, on a un bénéfice. Mais on peut en avoir quelque chose qui soit complètement différent de ce type-là, parce qu'on a par exemple de la vigne qui n'est pas irriguée chaque année, et donc avec des bénéfices qui sont dépendants du climat, je ne sais pas. Et donc c'est savoir quelle est l'analyse coût-bénéfice intégrant ces risques. Donc ce n'est pas le maximum, mais ça va être en fonction de tout ça. Ici, là, j'ai mis des probabilités derrière, c'est pour ça qu'il y a des risques. Mais on peut aussi être en environnement totalement incertain, où on ne sait pas qu'est-ce que sera l'avenir. Donc on ne peut pas, on ne peut pas associer de fonction de probabilité. Et donc on va raisonner en incertitude. Donc là, il faut raisonner en scénario pour se dire, attention, je sais que c'est comme ça, mais ça peut être, et puis prendre la décision en fonction de ça. Donc on a déjà cette difficulté, et souvent maintenant on est en environnement incertain. Et en plus de tout ça, on a la question de savoir comment on fait pour essayer d'avoir le moins d'irréversibilité possible. Parce que chaque fois qu'on va prendre en considération un projet de réutilisation des eaux usées traitées, souvent ce sont des investissements lourds. Et donc on a des coûts d'ajustement qui sont induits par tout cela, qui va faire qu'on construit des infrastructures qui va être difficile après de détruire une fois qu'on les a construites. Donc souvent, on va avoir des difficultés à revenir en arrière si on s'est trompé. Et l'exemple de Maera tout à l'heure, la grosse station d'épuration en aval, en est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on a décidé ça, et puis après, maintenant, il faut faire avec. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est les coûts des restaurations environnementales. Donc, d'où la question, alors là je me suis limitée à la France, parce que je pense qu'en France c'est différent aussi d'autres contextes internationaux, où on peut se poser avec toutes ces questions l'intérêt réel de développer de gros projets en France sur cette manière-là. Alors, en conclusion, donc, on a vu, j'ai fait un peu un panorama de tout ça. Donc, est-ce qu'on est une véritable économie circulaire? Oui et non. Est-ce une ressource de substitution? Pour moi, c'est une ressource. Je ne sais pas si c'est une nouvelle ressource. Une ressource de substitution, oui, ça peut l'être, mais il faut se poser la question des irréversibilités notamment et des mauvais signaux que l'on donne. Quelles sont les potentialités? Souvent, sur un territoire qui est déjà construit, on a des potentialités qui sont réduites, avec peu d'usagers qui vont pouvoir en bénéficier. En plus, il y a l'adéquation annuelle, saisonnière. Par exemple, si je prends l'irrigation, typiquement, les irrigants, il y en a beaucoup, bon, pas pour le maraîchage, mais il y a beaucoup de cultures qui ont besoin de l'eau l'été et pas en hiver. Et qu'est-ce qu'on fait de l'eau l'hiver? Alors, on va la stocker, qu'est-ce qu'on en fait? Mine de rien, c'est un gros problème. Quels sont les usages? Donc, quid des saisonnalités? Des usages d'appoint, comment on fait? Si la vigne, on en a besoin pas toutes les années, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Et puis aussi, qui paye? Qui va devoir payer? Est-ce que c'est le service d'assainissement? Est-ce que c'est l'usager de l'eau? Est-ce que c'est le citoyen actuel, futur? Donc, tout ça, il faut l'évaluer. Par exemple, là, j'avais repris un petit exemple à gauche. Là, vous avez, ça c'est en Espagne, où on a d'un côté à gauche le coût de traitement, et puis à droite, le coût de traitement plus le coût de retraitement pour avoir une réutilisation des eaux usées traitées. Qui c'est qui va prendre en charge ça? Est-ce que c'est l'usager qui paye dans la facture d'assainissement? Est-ce que ça va être l'agriculteur, etc. Et mine de rien, ça va avoir des impacts différents et des prises en compte différentes.
Et enfin, quelles sont les contraintes d'organisation? Parce que souvent, derrière cette réutilisation, on va avoir des contraintes qui sont mises en place et qui vont aussi impacter les usagers directs de la ressource. Voilà un petit peu ce que je voulais dire au niveau des analyses économiques.